Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne dédiée à la photographie. À la fin du XIXe siècle, grâce à l'évolution des procédés argentiques, de nouveaux supports photosensibles pratiques et abordables sont mis à disposition d'une population de photographes qui va vite se compter par millions. Voyons quel dispositif mécanique va leur permettre d'en tirer parti. Faisons connaissance avec cet objet toujours un peu mystérieux et intimidant, l'appareil photographique. Depuis ses premiers déclics, il y a 170 ans, l'appareil photographique a subi bien des évolutions techniques et esthétiques. Mon but aujourd'hui est modeste, esquisser son portrait et rappeler ses fondamentaux en m'appuyant sur quelques modèles argentiques. Une fois n'est pas coutume en photographie, le point de départ n'est pas la page blanche, mais la chambre noire. Depuis l'Antiquité, la caméra obscura est connue pour sa capacité à projeter en son sein une image de la réalité. Une boîte étanche à la lumière est percée sur une face d'un petit trou nommé sténopée. La scène se situant devant la boîte, à condition d'être suffisamment éclairée, est projetée sur la face interne opposée. L'image formée est inversée dans les deux axes. On observe que la réduction du diamètre du trou améliore la netteté de l'image, dégradant proportionnellement sa luminosité. Pour y remédier, on remplace le sténopé par une lentille convergente d'un diamètre beaucoup plus généreux. À partir de 1827, Niepce, Daguerre, Talbot et leurs successeurs parviennent, selon divers procédés chimiques, à produire des surfaces photosensibles qui vont prendre place dans la chambre obscure, là où se forme l'image. Participant au processus d'enregistrement de ce qu'écrit la lumière, la chambre obscure achève alors sa métamorphose et devient appareil photographique. Dès la production des premières photographies, le dosage de la quantité de lumière parvenant à la surface sensible s'impose. En effet, si la somme de rayonnement lumineux l'atteignant est trop faible, l'image révélée est sombre ou sous-exposée. Si elle est trop importante, elle est blanche ou surexposée. À l'origine de la photographie, cette gestion est on ne peut plus simple car les émulsions sont peu sensibles. Le support métallique, le papier ou la plaque de verre spécialement préparés sont conservés dans l'obscurité du corps de l'appareil. Lorsque le photographe immortalise l'instant, il retire le bouchon afin de laisser pénétrer la lumière. À l'issue du temps d'exposition, variant de quelques minutes à quelques secondes, il le replace. Avec la montée en sensibilité des émulsions et la plus grande luminosité des optiques, les temps de pause descendent en dessous de la seconde. Il devient alors impératif de confier l'occultation de l'émulsion à un dispositif mécanique garantissant une régularité de fonctionnement, l'obturateur. Parmi les premiers modèles, dont on peut citer ceux à plaquettes, à volets, à piston, je vous montre un obturateur guillotine-rideau destiné aux chambres photographiques et un obturateur rotatif que l'on retrouve dans les appareils rudimentaires du début du XXe siècle. Il faut retenir que l'immense majorité des appareils ont été et sont toujours équipés de deux types de mécanismes, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Premièrement, l'obturateur central, intégré à l'objectif. Deuxièmement, l'obturateur à rideau ou plan focal, placé dans le boîtier juste devant le support sensible. Je vous laisse en découvrir quelques spécimens équipant des appareils de diverses catégories.
Les vitesses d'obturation ou temps de pause sont normalisées et s'échelonnent généralement de la seconde jusqu'au 1/500e de seconde pour les obturateurs centraux, les obturateurs à rideau autorisant des vitesses supérieures pouvant atteindre 1/8 millième de seconde. Il faut retenir que partant d'une vitesse donnée, le 1/60e de seconde par exemple, la plus rapide, soit le 1/125e, laisse passer 2 fois moins de lumière. La plus lente, soit le 1/30e, en laisse passer 2 fois plus. Cette règle de doublement ou division par 2 vaut bien sûr pour toutes les vitesses. Si la vitesse d'obturation influe sur la bonne exposition, elle détermine également la manière dont les sujets en mouvement sont capturés. Pour en être convaincu, je ne connais pas d'endroit plus approprié que ces arènes justement dédiées à la vitesse, que sont les circuits automobiles. Ici, le bolide évolue toujours au même rythme. Le 1 millième de seconde fige le mouvement. Plus le temps de pause s'allonge, plus la silhouette de la voiture s'étire pour ne devenir qu'une vague impression colorée. Au-delà de 4 secondes, elle disparaît totalement de l'image. Je reprends l'animation précédente afin d'introduire un nouveau concept dans le dosage de la lumière. Les perspicaces, les matheux, les friands de problèmes de débit et autres remplissages de baignoires feront remarquer à raison qu'en positionnant derrière la lentille un dispositif d'occultation circulaire, on influe sur la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil. Tout comme un robinet plus ou moins ouvert laisse s'écouler plus ou moins de liquide. Si ce point est indiscutable, posons-nous la question. Peut-on tirer un quelconque bénéfice technique ou esthétique à réduire le diamètre du flux lumineux, ce qui ne manquera pas d'augmenter le temps nécessaire pour aboutir à une parfaite exposition? Je ne ferai pas durer plus longtemps l'insoutenable attente. La réponse est oui, l'intérêt est majeur. En effet, l'intervention sur le diamètre d'ouverture ou sur la valeur de diaphragme, puisqu'il s'agit de cela, détermine en photographie la profondeur de champ. Cette profondeur de champ n'est autre que l'étendue de la zone de netteté à l'avant et à l'arrière du sujet mis au point. Ce paramètre influe considérablement sur le rendu de l'image et la perception du sujet principal. En fonction du flou d'arrière-plan, également appelé bokeh, celui-ci va plus ou moins se détacher du contexte. Les valeurs de diaphragme sont, comme les vitesses, normalisées et s'expriment en f. Elles s'échelonnent entre la plus petite ouverture, en général f16, et la plus grande ouverture, dépendante de la conception de chaque objectif. Les plus lumineux offrent des ouvertures de 1,4, 1,2, voire 1. Voyons sur un cas concret quelle est l'incidence de l'ouverture sur la profondeur de champ. Ici, la mise au point reste sur le sujet au premier plan, placé à 70 cm. À l'arrière, l'écart des appareils entre eux est de 20 cm. On constate que la profondeur de champ entre la plus grande et la plus petite ouverture change radicalement la manière dont nous percevons le sujet. Afin de jouer avec ce paramètre, il faut absolument retenir ce principe. Le plus grand chiffre, prenons f16, soit la plus petite ouverture, dispense la plus grande profondeur de champ. A l'inverse, la plus grande ouverture, soit le plus petit chiffre, par exemple 1,4 ou 1,2, délivre une faible, voire une très faible profondeur de champ. Comme pour les temps d'exposition, les valeurs de diaphragme sont établies entre elles selon le principe de doublement ou division par 2 de la quantité de lumière parvenant à l'émulsion. Vitesse et ouverture peuvent donc être combinées afin d'obtenir la juste exposition dans une situation donnée. Les premiers mécanismes de diaphragme très rudimentaires faisaient appel à des rondelles amovibles maintenues par un système de bagues, puis à des réducteurs fixes, simples trous percés dans des rondelles ou des plaques. À partir de 1886, le diaphragme à iris central, composé de lamelles métalliques partiellement superposées, s'impose. En photographie, la formation d'une image nette s'obtient grâce au déplacement physique du centre optique de l'objectif par rapport au sujet, le plan focal devant coïncider très exactement avec la surface sensible. Dans cet exemple, la couronne se situe à plusieurs mètres de l'appareil dans une zone considérée comme l'infini. Les rayons lumineux traversent la lentille dans sa partie centrale et l'image formée sur la surface sensible est parfaitement nette. Maintenant, qu'advient-il lorsque le sujet à photographier se rapproche de l'optique?
eh bien le plan focal recule dans une zone située au-delà de la surface sensible, le sujet devenant flou. Seul le rapprochement physique de la lentille permet de réajuster la netteté. Ce déplacement s'obtient de deux façons. Dans le cas des appareils de type folding, des chambres photographiques et de certains moyens formats, le bloc optique coulisse sur des rails, un soufflet le raccordant au corps de l'appareil. Dans le cas des boîtiers modulaires ou monoblocs, un mécanisme hélicoïdal est intégré à l'objectif lui-même, quelle que soit sa focale. Les lentilles se déplacent alors en interne, faisant varier le centre optique. Il faut savoir que beaucoup d'appareils photographiques rudimentaires n'intégraient pas de dispositif de mise au point. La netteté était atteinte en recourant à des optiques de très faible ouverture, dont la profondeur de champ était par définition étendue. Les sujets devaient alors se situer à une distance minimale d'environ 2 mètres. La mise au point peut s'effectuer de plusieurs manières. Soit par évaluation de la distance entre l'appareil et le sujet, puis report sur une échelle reproduite sur l'objectif ou l'appareil. Soit en s'aidant de symboles présents sur l'objectif, soit en l'ajustant grâce à un dépoli présent dans les chambres photographiques de toute génération, soit en utilisant des dispositifs de contrôle à travers une fenêtre de visée. Dans la majorité des cas, le système contrôlant la netteté détermine également le cadrage. Il est en effet essentiel pour le photographe de visualiser la taille et le placement du sujet dans sa composition, dépendante du rapport largeur-hauteur de l'image finale. Ce ratio, 1-1, 4-5, 2 tiers, 4 tiers, découle évidemment des caractéristiques en largeur et hauteur de la surface sensible présente dans l'appareil. Les premiers viseurs peu précis étaient basés sur des systèmes à miroir, à collimateur et à cadre. À ce stade, pour décrocher enfin le Graal, soit le statut plein et entier d'appareil photographique, il convient d'ajouter un ultime mécanisme, celui actionnant l'obturateur lorsque le photographe le décide, le déclencheur. Avec le temps, se sont évidemment adjoints à la plateforme principale dont nous venons de définir les fondamentaux, des systèmes intégrés de mesure de la lumière, des mécanismes d'avancement de film, l'intégration de flash et autres nombreuses sophistications. J'y reviendrai, tout comme j'approfondirai, vous vous en doutez, les concepts de vitesse d'obturation, d'ouverture, de focale, de sensibilité ISO, autant de paramètres qui influent sur l'esthétique de l'image. Leur compréhension et leur maîtrise sont essentielles pour qui veut posséder les clés de l'expression photographique. Si vous avez été séduit par la poésie du jargon technique, si vous avez été charmé par le cliquetis des obturateurs, nous sommes amenés à nous revoir. Je vous annonce d'ailleurs en exclusivité pour le prochain épisode une évocation de Nadar, l'immense photographe de la seconde moitié du XIXe siècle, dont il est impensable d'ignorer les talents et le fabuleux parcours. Je vous suggère, pour être informé de la disponibilité de mes prochaines productions, de penser à vous abonner et, tout aussi important, à cliquer sur la petite cloche de plus en plus agitée. Je vous dis, prenez bien soin de vous
espérant vous retrouver bientôt ici, en pleine forme.